circuit, c'est bon, sur un circuit linéaire, c'est ce qu'on appelle les oscillations forcées. Le régime permanent de fonctionnement de ce circuit va être un régime sinusoïdal à la fréquence à laquelle on force le système. C'est une source de tension ou une source de courant à la fréquence oméga, par la pulsation oméga. Par exemple, on impose le courant E égale grand cos oméga t. Toutes les grandeurs électriques du circuit, tous les courants et toutes les tensions auront un comportement en cos oméga t plus un certain déphasage possible, et ce sera une oscillation à la pulsation oméga. Et du coup, on peut astucieusement utiliser une représentation complexe des grandeurs. Représentation complexe qui consiste, pour chaque grandeur, à transformer donc une grandeur quelconque, je vais l'appeler G, comme ça c'est soit une tension, soit un courant. G de t équivaut à un certain grand G cos oméga t plus phi. Voilà la grandeur en question. Celle-ci, on la transforme en une grandeur complexe, alors qu'on a choisi de noter avec une barre en dessous. Il y a d'autres conventions possibles, qui serait donc grand G E puissance I. Alors, on note J, le I complexe, le nombre imaginaire pur de module 1, oméga t plus phi. Voilà. On note J juste pour ne pas confondre avec l'intensité quand on fait de l'électrocinétique, parce qu'il y a beaucoup de I par ailleurs. Donc, vous voyez que la vraie grandeur est la partie réelle de ceci, hein, puisque ça, c'est rien d'autre que G cos oméga t plus phi plus G sin plus I fois G sin oméga t plus phi. Le point clé étant que si ça, c'est une solution, alors la même fonction plus pi sur 2 dans la phase, c'est-à-dire rien d'autre que le sinus, c'est aussi une solution, et par conséquent, G bar est solution. En fait, si ça c'est une solution du problème, ça aussi. Or, trouver ces solutions-là, c'est très simple, parce que pour un système linéaire, hein, mais on se limite au système linéaire, y compris avec des dérivés ou des intégrales, dériver cette fonction-là, dg bar sur dt, c'est simplement multiplié par j oméga, la fonction en question. Et par conséquent, on peut remplacer les dérivés par la grandeur dérivée en multipliant par j oméga. Et de la même façon, si vous intégrez j de t, ça revient à diviser par j oméga. Donc, en régime sinusoïdal, toutes les grandeurs peuvent être remplacées par des grandeurs complexes. On a la même, et ça transforme les équations électrocinétiques en des équations algébriques qui se résolvent très simplement. Alors, quand on fait ça, on s'aperçoit que l'écriture U égale ZI généralise la relation ohmique U égale RI, donc qui relie la tension et l'intensité aux bornes d'une résistance. Cette écriture généralise ceci, convention ici, récepteur, UI, d'accord, à des dipôles qui ne sont pas uniquement résistifs, mais qui peuvent contenir une capacité ou une inductance. On a ceci, donc là, pour une résistance, on a Z qui est simplement un nombre réel qui est la résistance. Dans ce cas-là, on a la tension ici par rapport au courant là, et là, la tension par rapport au courant qui rentre dans le dipôle. On a à nouveau U égale ZI,
avec Z, qui est une grandeur complexe, qui vaut ici 1 sur JC oméga, qui dépend de C bien sûr, mais qui dépend de la fréquence. Et pareil, donc je peux noter ZC si vous voulez, et ZL, donc ça s'appelle l'impédance complexe. L'impédance pour une bobine avec un coefficient d'auto-induction L, c'est simplement JL oméga. Et donc, grâce à cela, on peut traiter facilement la réponse des circuits électrocinétiques à une tension ou un courant sinusoïdal. Ok ? Donc ça, c'était le petit rappel. Et puis, on avait fait un exemple relativement simple, enfin, vraiment l'exemple de base avec le circuit RLC. Donc, c'est l'oscillateur vraiment typique, RLC en série. Si vous le forcez à une fréquence oméga, on avait vu sa réponse, c'est-à-dire, je crois qu'on s'était intéressé au courant. On avait vu donc que le courant oscillait à la fréquence oméga, régime forcé, et que l'amplitude de ce courant était, dépendait de la fréquence, et que la réponse, en fonction de la fréquence, avait un pic sur la fréquence oméga 0, qui est la fréquence propre de ce circuit. On avait trouvé oméga 0 égale 1 sur racine de LC, avec ici une largeur entre donc c'était la largeur à mi-hauteur qui nous permet de définir une espèce de... Enfin, disons, il y a une gamme de fréquences autour de oméga 0 pour laquelle la réponse était supérieure à 2 fois le... Là, on s'était intéressé à la puissance, je me souviens bien. Donc, la puissance maximale dissipée dans la résistance était, si je me souviens bien toujours, E2 sur R, 1,5 de E2 sur R. E2 sur R. E2 sur R, oui, c'est ça. Ah oui, et là, c'était donc E2 sur 2R. Voilà, ça définissait une bande de fréquence qui est d'autant plus petite que ce qu'on appelle le facteur de qualité, Q, facteur de qualité, est grand, et ce facteur de qualité s'exprimait, alors, c'était L oméga 0 sur R. L oméga 0 sur R, voilà, c'est ça. En fait, ce facteur de qualité est défini comme étant oméga 2 moins oméga 1 sur oméga 0, plutôt l'inverse de ça, qui est grand quand ça est petit. C'est oméga 0 sur oméga 2 moins oméga 1. Donc ça, c'est la définition de facteur de qualité, et on trouvait que c'était égal à ça. Voilà. Donc ça, je pense, il faut avoir ça, enfin, il faut connaître ça. Il faut savoir qu'un circuit RLC, ça répond comme ça. De manière générale, un oscillateur a une fréquence propre. Si on ne met pas de source de tension, si on ne force pas cet oscillateur, les équations du mouvement, les équations électrocinétiques qui donnent la valeur par exemple de l'intensité, pour ce circuit-là, montrent une oscillation spontanée à la fréquence oméga 0, enfin pulsation oméga 0 égale 1 sur racine de LC. Et quand on le force à sa fréquence de résonance, c'est là qu'on obtient le courant maximal. Et si on le force à une autre fréquence, eh bien, le courant est largement atténué. Ici, c'est la puissance dissipée dans la résistance, c'est juste RI2, est largement atténuée. Donc, il faut avoir ça un peu en tête. Je fais là très rapidement pour ceux qui n'avaient pas pu venir vendredi. Mais bon, voyez les circuits RLC, c'est évidemment quelque chose d'important. Donc, on laisse tomber, je pense qu'on avait terminé entièrement, ou pas? Si, on n'a pas fait les applications numériques, mais c'est pas grave. Alors, je vais maintenant, avant de faire les autres exos, je vais maintenant introduire un peu rapidement aussi la notion de diagramme de Born. Donc, c'est une étude générale de... Alors, cette fois,
plus vraiment les dipôles, mais les quadrupôles. Donc, je vais vous montrer comment on peut modéliser certains, disons, des dispositifs électrocinétiques. L'idée d'un quadrupôle, alors, on peut faire un espèce de petit chapitre. Alors, je ne sais jamais si on dit quadripôle ou quadrupôle. Quadripôle. Ok, quadripôle. Et donc, le diagramme de Bode. Un quadripôle, c'est un système électrocinétique qui a 4 pôles, comme un dipôle a 2 pôles. Et l'idée, c'est que vous avez donc une entrée et une sortie. Et on peut modéliser les choses comme ça. Vous avez, alors le plus souvent c'est comme ça que ça s'utilise, mais évidemment vous pouvez, enfin il peut y avoir d'autres cas de figure, mais en général vous avez ce qu'on appelle ici le générateur, quelque chose qui va fournir soit du courant, soit de la tension au quadripôle. Et le quadripôle, et en sortie du quadripôle, vous avez ce qu'on appelle la charge, qui peut être une résistance, mais qui peut être un moteur, qui peut être un haut-parleur, qui peut être bon. C'est une modélisation générale où le quadripôle vient transmettre quelque chose qui vient d'un générateur à ce qu'on appelle une charge, et ça peut être ce qu'on veut, à la fois là et là. Il peut aussi y avoir un générateur ici, enfin bon, le cas de figure peut être différent, mais en tout cas le quadripôle c'est quelque chose qui va comme ça s'interposer entre quelque chose en amont en quelque sorte et quelque chose en aval. Et alors on définit une tension d'entrée, UE, et puis un courant d'entrée, donc quelque chose qui vient alimenter ce quadripôle. Et puis on récupère en sortie une tension de sortie, US, et puis un courant de sortie. Alors, des fois on utilise une convention inverse où le courant de sortie est ce qui rentre dans le quadrupôle, de façon à avoir un truc plus symétrique. Donc ça dépend. Cette convention-là est utile quand on met des quadripôles en cascade. C'est-à-dire que vous pouvez ici brancher un autre quadripôle, j'ai du mal décidément, et puis avoir donc des quadripôles en cascade avant d'arriver sur une charge finale. C'est une modélisation de toute façon. Donc, bon, là j'ai pris cette convention-là. Dans les exercices, vous pourriez avoir autre chose. C'est pas un problème. Ça change un signe quelque part. Donc l'idée, c'est qu'on peut s'intéresser au fonctionnement de ce quadripôle en regardant le rapport. Alors, on peut tracer différents rapports. On va faire ça comme ça. Grandeur de sortie divisé par grandeur d'entrée. Et ça, on note ça, en général, la fonction de transfert. On la note grand H. Donc, vous rentrez quelque chose, il en sort quelque chose, et le rapport entre ce qui sort et ce qui est rentré, c'est la fonction de transfert. Alors, pour la grandeur de sortie, on peut prendre soit U, soit I. Pour la grandeur d'entrée, on peut prendre soit U, soit I. Souvent, alors enfin, bon, on fait ce qu'on veut. Si on prend la grandeur de sortie divisée par la grandeur d'entrée, tension, comme ça, alors, ça va dépendre de oméga, hein, de la pulsation. On est toujours dans le cas des régimes sinusoïdaux. Hein. Du coup, on sait que, alors si le quadripôle est linéaire, bien sûr, tout va être sinusoïdal à la même pulsation, et donc on va passer en représentation complexe, ça va considérablement simplifier les problèmes. Donc cette grandeur-là est une grandeur complexe.
Et donc, on va faire le rapport des grandeurs complètes, tout est linéaire. Et donc ça s'appelle le gain. Alors il y a des noms spéciaux, comment ça s'appelle ça s'appelle l'amplification, cette fonction de transfert. Souvent on dit juste fonction de transfert. Ça c'est l'amplification, mais en tension. Vous pouvez ensuite prendre plutôt les rapports IS sur IE, et là c'est l'amplification en courant. Et puis vous pouvez aussi imaginer prendre le rapport tension de sortie sur courant d'entrée. D'accord? Alors ça s'appelle la transimpédance. C'est joli. D'accord, c'est comme une impédance, c'est U sur I, mais c'est le U sorti par rapport au courant d'entrée, donc c'est transimpédance. Et puis vous pouvez évidemment faire l'inverse, c'est-à-dire regarder le courant de sortie par rapport à la tension d'entrée, et ça s'appelle la transadmittance, si je ne m'abuse. C'est ça, pour la même raison, c'est l'admittance, mais la sortie par rapport à l'entrée. Donc c'est la transadmittance. J'écris mal là, mais... Ok. Et donc l'étude du quadrupôle consiste en fait en l'étude, j'ai dit encore quadripôle, pardon, consiste en fait en l'étude de la fonction de transfert. Celle qu'on veut, ou toute, enfin, en principe. Comme ça, vous savez, en fonction de ce qui rentre, qu'est-ce qui va sortir. Alors, il faut quand même faire attention, je le dis tout de suite, on verra sans doute sur les exemples. Ce qui sort dépend évidemment du quadripôle, mais dépend aussi, en principe, de la charge. C'est-à-dire que, suivant ce que vous mettez là, par exemple, si vous mettez juste une résistance, qui est la charge la plus simple qu'on puisse imaginer, à partir du moment où la charge c'est une résistance, vous voyez que de toute façon, US égale RIS. C'est fatal. Donc, IS va dépendre de la charge, pas juste de ce qui est rentré. Alors, on aime bien souvent mettre des charges ici, mettre en charge quelque chose, par exemple un autre quadrupôle, n'importe quoi, quelque chose ici qui a ce qu'on appelle une impédance d'entrée qui vaut par exemple 0, de telle sorte que le courant, l'infini ou 0, je sais pas, je me trompe. Oui, on veut une impédance d'entrée infinie de telle sorte que le courant de sortie sera nul, par exemple. On peut vouloir faire ça. Ou à l'inverse, on peut vouloir mettre une impédance d'entrée nulle de façon à ce que la tension de sortie soit 0. Donc on peut, suivant ce qu'on veut faire avec ces dispositifs, suivant ce qu'on veut faire, on peut avoir intérêt de mettre des charges qui ont une impédance d'entrée qui va être nulle ou infinie, et pareil, ici à l'entrée, on peut mettre un générateur qui aura une impédance de sortie infinie ou nulle, suivant ce qu'on veut en faire. Je ne rentre pas dans ces détails, c'était juste pour attirer votre attention sur le fait qu'on va faire l'étude des fonctions de transfert, juste en s'intéressant au quadripôle, donc en supposant peut-être que les sorties sont ouvertes, par exemple. Bon, on verra des exemples. Oui, pardon. Transadmittance. Ouais. Mais donc, c'était juste pour attirer votre attention sur le fait que la charge, ce qui sort dépend de ce qu'on met dedans et de la nature du quadripôle, mais peut aussi dépendre de la charge. Bon, c'est juste une remarque générale, donc il faudra l'adapter en fonction des cas. Donc là, simplement au niveau général,
Voilà la définition de ces grandeurs. En fait, donc c'est les fonctions de transfert, c'est la grandeur de sortie divisée par la grandeur d'entrée. Tout ça est complexe, tant qu'à faire. Alors, une fonction qu'on utilise très souvent, c'est cette amplification en tension. Et comme c'est une grandeur complexe, on peut l'écrire comme un certain module et une certaine phase. D'accord ? J'ai pas le oméga t ici parce que toutes les grandeurs dans le circuit oscillent à la pulsation oméga. Par conséquent, US c'est un certain grand US puissance J oméga t plus, je vais appeler ça phi s, et puis UE, c'est un certain grand UE, enfin une amplitude, fois E puissance J oméga t plus phi E. Donc, dans ce rapport-là, le E puissance J oméga t s'en va. Et le phi là-bas, c'est phi s moins phi E. C'est simplement le déphasage qui est introduit par le quadripôle entre la tension d'entrée et la tension de sortie. D'accord ? Donc, dans tous les cas, cette fonction de transfert s'écrit comme ceci, et ce serait vrai, enfin, c'est vrai pour les 4 fonctions de transfert. Alors, ce G-là n'aurait pas la même dimension à chaque fois. Là, quand on a un rapport d'amplification, que ce soit en tension ou en courant, ce G est sans dimension, parce que cette fonction de transfert est sans dimension. Ici, elle a la dimension d'une impédance, et ici, la dimension d'une transmittance, bien sûr. D'une admittance, pardon. D'accord ? Enfin, là, c'est des ohms, et là, c'est des ohms moins 1. Ok ? Et là, c'est sans dimension. Donc, quand on écrit ça comme ça, ce G-là, qui est en fait le rapport, enfin, c'est le module du rapport d'amplification, donc si on ne tient pas compte de la phase, ça s'appelle le gain, tout simplement. On l'appelle le gain. Et en fait, ce gain, alors, dépend de oméga, hein, et la phase aussi, le déphasage entre la sortie et l'entrée dépend de oméga. Ce gain, en fait, bien souvent, dans beaucoup de systèmes, dépend beaucoup de la pulsation. On a déjà vu, simplement avec le circuit RLC, que le comportement d'un circuit dans lequel il y a des fréquences propres, un circuit oscillant par lui-même, on a déjà vu que, ici, c'était la puissance récupérée sur la charge, sur la résistance. La puissance variait énormément en fonction de la pulsation, et c'est souvent le cas, donc, un des circuits qu'on considérera. Par conséquent, on a tendance à étudier plutôt le log du gain que le gain lui-même. Donc, on définit en fait le gain en décibels. Ça s'appelle comme ça. Donc, on note ça GdB souvent. Donc, c'est le symbole du décibel. Alors, c'est 20 log de G. Log 10. Donc, normalement, on a un grand L, je crois, pour log 10. Ainsi. Voilà. Donc, si le gain est plus grand que 1, plus grand que que 1, ça va être positif. Et si le gain est plus petit que 1, c'est-à-dire qu'on a une réduction en fait de puissance, enfin de tension ici, on a un gain en décibels inférieur à 0. Donc un gain d'un facteur 10, ça fait un gain en décibels de 20. Un gain d'un facteur 100, ça fait un gain en décibels de 40. Ça, c'est le log 10 de ce module. Ok. Bon, je crois que c'est tout sur ces généralités. Ok, enfin, oui, non, alors, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Et les diagrammes de Bode? Alors voilà, donc maintenant, les diagrammes de Bode.
Donc, ce qu'on appelle le diagramme de Bode, c'est la représentation de donc voilà, le diagramme de Bode. C'est la représentation de GDB en fonction de oméga. En fonction du log de oméga, souvent. Disons, on représente ça dans un diagramme log-log, en général. Mais enfin bon, c'est un diagramme, on le représente comme on veut, mais il se trouve que comme il y a souvent des lois de puissance dans ces choses-là, représenter en log-log, une loi de puissance, ça devient une droite. Donc c'est log de oméga. En fait, c'est GDB de... Peut-être, je devrais pas... Enfin, je sais pas si vous voulez mettre ça. C'est GDB de oméga, et on le représente en log-log souvent. Donc vous avez ici, bon bref, on verra différents exemples. Donc ça, c'est pour le gain, et puis pareil pour la phase. On va faire des exemples tout de suite, ce sera plus concret. Donc cette phase ici, là, phi de oméga. Pareil, on représente phi en fonction de oméga. Bref, j'ai pas tellement de choses à en dire. GDB en log-log souvent. Alors, donc, vous n'avez pas tous déjà vu les diagrammes de Bode. D'accord. Mais enfin, hein? Ah, vous avez fait un spot. Ok, vous avez compris le principe du quadrupole. Un générateur arrive et on s'intéresse à ce qui sort par rapport à ce qui est rentré. Générateur, c'est un nom générique, c'est pas nécessairement un générateur. Le quadrupole, enfin, une fois qu'on l'a isolé, on se moque de ce qui est à gauche et ce qui est à droite. En général, on étudie simplement sa fonction de transfert, qui nous donne le rapport d'une grandeur de sortie par rapport à la grandeur d'entrée, et on étudie son comportement en fonction de la pulsation. Voilà, okay. Enfin, conceptuellement, c'est très naturel et il n'y a pas de difficulté particulière. Je vous propose de faire un exemple tout de suite avec le circuit RC qui nous permettra de voir de rencontrer les premières fois la notion de fréquence de coupure, etc. Donc, vous pouvez faire un quadrupole avec simplement, peut-être le quadrupole le plus simple qu'on puisse imaginer. Vous mettez un condensateur. Ah non, il pourrait y avoir juste un grand diviseur de tension avec des résistances pures, mais bon. Donc RC, voilà. Vous avez un courant qui rentre, un courant qui sortira. Mais on ne s'intéresse pas au courant. En fait, je ne vais même pas représenter le courant. Voilà. Je m'intéresse simplement à la tension de sortie. Donc ça, c'est US. Donc en fait, c'est la tension aux bornes du condensateur. Et ça, c'est UE. Il rentre une certaine tension. Et je m'intéresse au rapport US sur UE. Donc, la fonction de transfert, US bar sur UE bar. Je vais l'écrire. Je vais l'écrire comme un pont diviseur de tension. Là, ça saute aux yeux, enfin pour ceux qui ont l'habitude. Donc, évidemment, ceci suppose qu'il n'y a pas de courant qui sort, justement. Hein, c'est ce que je vous disais. S'il n'y a pas de courant qui sort, cette tension-là, c'est simplement cette impédance divisée par cette impédance plus celle-ci. Tout le monde voit ça, ou je fais peut-être quand même une fois là
s'il n'y a pas de courant qui sort, hein, si le courant qui est là, il passe là, intégralement. À ce moment-là, vous avez, en appliquant simplement U égale RI, mais en version complexe, c'est-à-dire U égale ZI, vous avez UE qui vaut Z total I, et c'est quoi ce Z? C'est le Z de la résistance et le Z de la capacité en série. C'est donc R plus 1 sur JC oméga I, toujours en complexe. C'est l'intérêt de passer en complexe, il n'y a pas d'intégrale, il n'y a pas de dérivation, c'est purement algébrique. Par conséquent, on a la valeur de I, c'est UE sur ça. Et ensuite, si on veut US, c'est-à-dire si on appelle ça US, ce qu'il y a en borne du condensateur, on a simplement US qui vaut le Z du C. Ça, peut-être, j'aurais dû l'écrire. ZR plus ZC I. Je l'ai explicité là. US vaut ZC I. Et par conséquent, vous avez US sur UE qui vaut bien ça sur ça, les I s'en vont, et il reste donc ZC sur ZR plus ZC. OK? Donc c'est le principe du diviseur de tension. Vous avez une tension, la tension UE vaut pour les deux composants R et C, et la tension de sortie, c'est juste la partie de cette tension-là qui est aux bornes de C. Eh bien, cette partie de la tension, c'est cette impédance divisée par la somme des deux impédances. Donc ça, c'est bien d'avoir en tête, que ce soit un réflexe quand vous voyez ce genre de disposition de composants. Donc, je reviens ici, en fait, c'est le même, ça y est, je l'ai déjà écrit, donc US sur UE, c'est ce Z divisé par le Z total, autrement dit, c'est ZC, c'est-à-dire 1 sur JC oméga, divisé par R plus 1 sur JC oméga. C'est purement algébrique, et je peux maintenant juste simplifier un peu tout ça. Je vais avoir H de oméga qui vaut, alors du coup ça va faire JC oméga sur 1 plus JRC oméga. Ok? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. JC oméga en aucun. Ah oui, non, c'est ça. 1 sur 1. Oui, non, parce qu'en plus, c'était pas homogène, c'est ça qui m'a choqué. Donc, RC, c'est une constante de temps, vous vous rappelez, hein? Donc, on peut appeler peut-être... Enfin, RC, c'est la constante de temps, donc c'est bien en dimension. Ça, c'est des secondes, et ça, c'est des secondes moins 1. Des radians par seconde, c'est vrai. Donc on peut introduire peut-être une certaine pulsation oméga 0 qui va être 1 sur RC. Pas obligé, mais ça va simplifier l'écriture. H bar de oméga égale 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Voilà une fonction de transfert extrêmement simple. Et on va l'étudier très rapidement, on va tracer le diagramme de Bode de cette fonction de transfert. Si vous passez de là à là, vous allez multiplier par... J'ai juste divisé par... Ça, j'ai divisé en bas par JC oméga. JC oméga. Enfin, j'ai multiplié en bas par JC oméga. Ok, c'est bon. Vous voyez? Ok. Bon, ben voilà. Par conséquent, maintenant, je dis que ça,
c'est G puissance I-phi. C'est la définition du gain. En fait, donc, le gain, c'est le module de ce truc-là, et phi, c'est sa phase. Donc, G, ici, qui n'est rien d'autre que le module de H bar, eh bien, ça se voit, hein, le module d'un rapport de nom complexe, c'est le rapport des modules, donc ça fait 1 sur racine de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. D'accord? Et la phase phi, bah, c'est moins l'argument de ce truc-là, donc je peux écrire que la tangente de phi, c'est oméga sur oméga 0. Donc peut-être je peux écrire, enfin c'est moins oméga sur oméga 0. Je sais pas comment vous préférez écrire. Moi je vais mettre tangente phi égale moins oméga sur oméga 0. Ok? Donc voilà les caractéristiques de ce quadripôle constitué par une résistance et une capacité. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tracer ça. Alors, je vais vous montrer comment on trace. C'est très standard. Hein. Donc, G, on va commencer par G. C'est le premier diagramme de Bob. En fonction de oméga. Alors, tant qu'à faire, on va prendre G en décibels. Oui, vous avez une question? Ah non, pardon. GdB. Alors, GdB, c'est le log de ça. Donc, je peux l'écrire là. Enfin, c'est 20 fois le log de ça. 20 log de, alors, 1 plus oméga sur oméga 0 carré, le tout puissance moins 1,5. D'accord? Donc le log d'un truc à la puissance moins 1,5, c'est moins 1,5 le log du truc. Donc ça fait moins 10 log de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. D'accord? Voilà le gain en décibels pour ce quadripôle-là. On dit quadruple. Pourquoi on dit quadripôle, pas quadruple? Pourquoi on dit quadrivecteur? Quadrivecteur, ouais, c'est vrai. Ah ouais, bien vu. Quadrivecteur. Ah, ouais. Quadrilatère, oui, il y a des i partout. Ouais. C'est peut-être parce qu'en anglais on dit quadrupole. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas. Bon, bref. Mais ça va rentrer. Quadripole. Donc. Ah, mais oui, c'est ça. Quand on fait les développements d'harmonique sphérique, ça doit être des. Bon, bref. Mais c'est même pas sûr. Ok. Voilà. Alors, comment on va représenter ça? Oui, j'aurais mieux fait des... Parce que vous voyez que c'est toujours négatif. Donc, ok, je vais le faire comme ça, là. Vous voyez, ça, c'est toujours positif. Enfin, c'est toujours, pardon, plus grand que 1, parce que oméga, de toute façon, c'est même au carré. Oméga est positif de toute façon. Donc, le gain est toujours négatif. Enfin, le gain est plus petit que 1, donc le gain en décibels est toujours négatif. Alors, ce que vous voyez, c'est que, donc, c'est toujours la même procédure. Hein. On regarde les valeurs limites quand oméga tend vers 0. Quand oméga tend vers 0, eh bien, le gain en décibels, en fait, ça c'est tant que oméga est plus petit qu'oméga 0, ce truc-là est négligeable, log de 1, ça fait 0, et donc, le gain en décibels, c'est 0. Autrement dit, il n'y a pas d'amplification. Et ça, c'est normal, hein, parce que oméga tend vers 0, ça veut dire qu'on se rapproche du régime continu. En régime continu, eh bien, il n'y a pas de courant qui passe dans le condensateur. D'accord ? Et s'il n'y a pas de courant qui passe dans le condensateur, oui, il n'y a donc pas de courant là non plus, puisqu'on a supposé qu'il n'y avait pas de courant qui sortait.
on s'est débrouillé, c'est-à-dire la charge se débrouille pour qu'il n'y ait pas de... Enfin, c'est l'hypothèse, on utilise juste le condensateur indépendamment de la charge, donc on suppose qu'il n'y a pas de courant qui sort. Donc s'il n'y a pas de courant là, il n'y a pas de courant là, par conséquent la tension ici est la même que là, parce qu'il n'y a pas de chute de tension au bord de la résistance. Donc US égale UE en régime continu, c'est ce qu'on aurait pu dire tout de suite ici. Donc quand oméga tend vers 0, on va avoir le gain qui vaut 1, donc le gain en décibels qui vaut 0. Donc pour les oméga petits, oméga va de 1. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on met le log d'oméga. Donc pour les oméga, du coup, log d'oméga peut aller jusqu'à moins l'infini. Donc je représente en rouge le diagramme de Bob. Voilà, ça vaut 0 tant que oméga est petit devant oméga 0. Alors, on va représenter oméga 0 quelque part par là. Donc pour oméga petit devant oméga 0, on a 0. Et puis ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour oméga grand devant oméga 0. Quand oméga tend vers l'infini, c'est-à-dire oméga grand devant oméga 0, et bien à ce moment-là, le 1 ici devient complètement négligeable devant le oméga sur oméga 0 carré. Donc, on a en fait GdB qui est pratiquement égal à moins 10 log, enfin, je devrais faire un grand log, excusez-moi, c'est le log à base 10. Moins 10 log 10 de oméga sur oméga 0 au carré, c'est-à-dire moins 20 log 10 de oméga sur oméga 0. Alors, là, il y a un petit vocabulaire à connaître. On dit que ceci... Alors, vous voyez qu'en log, c'est une droite, ce truc-là. Hein? Oui, j'ai dit en log-log tout à l'heure. Enfin, si vous représentez le gain en décibels par rapport au log de oméga, je vais le réécrire là, c'est plus simple, GdB égale, on m'a dit, moins 20 log de oméga sur oméga 0. Ça, alors, je vais écrire un truc qui n'est pas bien, mais je vais le faire quand même, et après, je vais mettre des guillemets. Pourquoi je mets des guillemets? Parce qu'oméga, c'est un truc qui est dimensionné. Oméga, c'est une dimension, c'est des parts secondes. Le log d'un truc dimensionné, c'est une horreur absolue. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas le moindre sens. Il ne faut jamais écrire ça. Mais, donc, en fait, il faut exprimer ce oméga par exemple, en Hertz, où en fait, vous mettez ici une certaine unité, pour en faire un nombre sans dimension. Là, je peux retirer les guillemets. N'écrivez jamais le log ou une exponentielle. L'exponentielle d'un truc, e puissance x, si c'est très bien, si x est sans dimension. Sinon, ça ne veut rien dire. Mais vraiment rien dire. Pour s'en rendre compte, peut-être, il faut réaliser que e puissance x, vous connaissez tous le développement limité de l'exponentielle. E puissance x, c'est 1 plus x, plus x2 sur 2 factoriel, plus x3 sur 3 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, plus etc., etc. Vous voyez que si ça a une dimension, vous êtes, mettons des mètres, vous êtes en train d'ajouter des sans dimensions, plus des mètres carrés, plus des mètres cubes. Ça n'a pas le moindre sens. Ça n'aura jamais le moindre sens. E puissance quelque chose, le quelque chose en question, c'est forcément sans dimension. De la même façon que quand vous écrivez cos θ, ou cos de quelque chose, ce truc-là est forcément sans dimension. Le cosinus de 3 mètres, ça ne veut rien dire. Mais vraiment, vraiment, vraiment rien dire. Donc, quand vous avez des expressions en physique, dans un log, dans une exponentielle, dans un sinus, un cosinus, ou une tangente, ce sera toujours des nombres sans dimension. Sinon, vous êtes trompé quelque part. Ça n'a pas le moindre sens d'écrire
Et pareil pour les logs, ça n'a pas le moindre sens d'écrire des logs sans dimension. Mais monsieur le cosinus θ, le θ il est en radian. Ah mais radian c'est sans dimension. Bon. Ah bah oui, le radian c'est pas une dimension. Ah ben non. C'est quoi la dimension, la définition de l'angle? C'est la longueur là de la corde divisée par le rayon. C'est des mètres divisés par des mètres. Alors évidemment, au total, ça fait 2π, parce que si vous faites un tour complet, L, c'est 2πr, divisé par R, ça fait 2π. C'est sans dimension. Un angle, c'est pas une dimension. On précise radian, on ne devrait pas le dire, ça m'énerve à chaque fois qu'on écrit radian, c'est pareil. Je vous ai dit tout à l'heure, oméga, c'est des secondes moins 1. Bon, ok, c'est des radians par seconde, mais c'est des secondes moins 1. Pourquoi on dit radian? Simplement parce que dans le temps, avant de vraiment faire les choses proprement, on définissait, on comptait les angles en degrés, par exemple. On a décidé un jour qu'un tour complet, ça faisait 360 degrés. C'est complètement idiot. Enfin, il y a une bonne raison pour ça, c'est que 360, c'est divisible par 2, c'est divisible par 3, c'est divisible par 4, c'est divisible par 5, c'est divisible par 6, c'est divisible par tout. Donc c'est très pratique. Un sixième de cercle, 60 degrés. Un cinquième de cercle, voilà. Merci. Un tiers de cercle, 120 degrés. Bref, c'est divisible par tout ces trucs-là. C'est voilà, c'est pratique. Mais c'est juste, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de dire qu'un tour complet, ça fait 360. Pourquoi 360? C'est juste parce que c'est facile à diviser. D'ailleurs, vous savez que les Anglais avaient des grades. Les grades, ils avaient décidé que ça faisait 400. C'est pas idiot, 400. Comme ça, il y a 100 pour un... Il y a 100 là, et puis voilà. 100, 200, 300, 400. Et puis, du coup, là, la moitié, ça fait 50. Et puis, un quart, ça fait 25. Et puis, voilà. Alors, c'est pas génial, parce que 400, c'est pas divisible par 3. Vous pouvez pas facilement faire des tiers de cercle. Mais ça, c'est arbitraire. On a décidé que ça faisait 360. De même qu'on a décidé qu'entre le point de fusion de la glace et le point d'évaporation, à pression standard, etc., il y avait 100 degrés. Enfin, ce degré ne veut rien dire. Donc ces degrés ne veulent rien dire, mais justement, quand on dit j'ai un angle de 3, c'est 3 quoi? 3 degrés, 3 radians, 3 grades. Donc en fait, la vraie unité naturelle, correspondant à la définition de l'angle qui est ça, c'est le radian. Donc on continue à le préciser, mais on ne devrait pas. Enfin, c'est pas une dimension, c'est juste pour dire attention, on n'est pas en train de parler en degrés, un truc complètement délirant. Donc on précise radian, mais c'est juste un nombre sans dimension. Le radian est sans dimension. C'est vraiment important de comprendre ça. On dit radian juste pour dire qu'on parle bien du vrai angle qui a un sens comme ça, qui est le rapport de ça. Ok? Donc, voilà, donc cos θ ça marche parce que θ est sans dimension. Parce qu'à nouveau, hein, le développement limité de θ c'est quoi? Cos θ c'est 1, moins θ2 sur 2 factoriel, plus θ4 sur 4 factoriel, moins θ6 sur 6 factoriel, etc. Vous voyez bien que si ça avait une dimension, ça n'aurait pas le moindre sens. D'accord? Donc, pensez bien à ça, c'est important. Alors, donc je reviens là, du coup, donc ce log a parfaitement un sens, log de oméga sur oméga 0, enfin voilà, je ne peux pas écrire que log de oméga sur oméga 0, c'est log de oméga moins log de oméga 0. Une autre façon peut-être de le voir, c'est que si ce truc-là, si ça a une unité, eh bien, imaginez que vous fassiez le log d'un truc, d'un nombre, x, et que x a une certaine dimension. Mettons que ce soit des mètres. Donc si ce truc-là fait 100 mètres, vous avez log de 100. Mais 100 mètres, c'est 1000 décimètres, non? Du coup, c'est log de 1000. Et c'est log de 10 000 centimètres. Vous voyez bien que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si vous dites que voilà, ça c'est 100 mètres, mais c'est 10 puissance 4 cm. Alors vous faites quoi? Il vaut quoi le log? C'est log de 10 puissance 4 plus log de cm? Ça n'a pas le moindre sens, mais vraiment pas le moindre sens. Enfin, c'est une horreur absolue. Alors, le truc, c'est que, évidemment, dans ce rapport, oméga et oméga 0 sont exprimés dans la même unité. Donc, ils peuvent avoir des dimensions qu'ils veulent. Si vous divisez par la même dimension, comme ça, le tout est sans dimension, il n'y a plus d'ambiguïté. Si vous exprimez ça en mètres,
et ça en mètres, ou ça en centimètres et ça en centimètres, c'est le même nombre, c'est le même rapport, hein, donc il n'y a aucun problème, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il faut pas passer de là à là, même si ça a l'air d'être correct mathématiquement. C'est correct si ces choses-là sont sans unité. Donc une façon de le rendre sans unité, c'est de dire je les exprime en une unité donnée, mais la même pour les deux. Donc c'est ça que j'ai fait ici, en fait, ça revient à faire ça. Je les exprime en seconde moins 1, ou en année moins 1, ce qu'on veut, mais la même. Néanmoins, pourquoi j'ai fait cette décomposition-là? Pour vous montrer que ça, cette loi-là, qui est donc le gain pour notre système, eh bien, dans le diagramme G en fonction de log de W, ça, c'est juste une droite, hein, puisque vous voyez que c'est Y égale moins 20x plus une certaine constante, plus C. La constante, c'est 20 log de oméga 0, exprimé dans la même unité que oméga. Et donc, ça, vous voyez que c'est une droite, je vais la représenter, cette droite. Donc, cette asymptote là. C'est une droite qui a une pente moins 20 dans ce diagramme. Et alors, voilà comment on le note. On dit que ça fait moins 20 décibels par décade. On note souvent moins 20 dB par dec. Une décade, c'est quoi? C'est un facteur 10 en log. Enfin, c'est un facteur 10, une décade, en fait. Donc, quand vous multipliez oméga par 10, donc je reviens ici, si vous multipliez oméga par 10, donc GdB, on va faire ça comme ça, GdB de 10 oméga, ça fait quoi? Ça fait moins 20 log 10 de 10 oméga sur oméga 0. Okay? Et donc ça fait moins 20 log 10 de 10 moins 20 log 10 d'oméga sur oméga 0. D'accord? Le log de A fois B, c'est le log de A plus le log de B. Donc vous voyez que quand vous multipliez, donc ça fait GdB de oméga moins 20. Parce que log à base 10 de 10, c'est 1. Donc vous voyez, cette forme-là vous dit que quand vous augmentez d'une décade la valeur de oméga, c'est-à-dire vous la multipliez par 10, eh bien vous avez le même gain, moins 20. Donc vous avez une pente comme ça, qui à chaque fois que vous gagnez une décade, à chaque fois que vous gagnez 1 en log 10 de oméga, donc vous multipliez oméga par 10, à chaque fois que vous multipliez oméga par 10, vous baissez le gain de 20 décibels. Donc c'est ce qu'on appelle une pente à moins 20 décibels par décade. À chaque décade, vous perdez 20 décibels. C'est juste parce que c'est juste parce que vous avez cette forme-là. Donc moins 20 fois ce rapport-là. Donc ça, c'est la pente à moins 20 décibels par décade. Alors attention, ça c'est le comportement asymptotique de la fonction quand oméga tend vers l'infini. Donc, pourquoi je le fais passer là? Simplement parce que cette droite-là, qui représente le comportement asymptotique, c'est-à-dire ceci, je vois que GdB vaut 0 quand oméga vaut oméga 0. Hein. Donc, c'est une pente moins 20, et ça passe par 0, précisément en oméga 0. Donc, c'est cette droite-là. Cette droite-là est ceci. Donc, c'est le comportement asymptotique pour oméga tendant vers l'infini de la fonction de transfert, enfin du gain, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert. OK? Enfin, de 20 fois log de GdB. Donc, GdB pour oméga grand, c'est ça. GdB pour oméga petit, c'est 0. Je devrais mettre log 10 aussi, là. Et donc, la vraie fonction de transfert, le vrai gain en décibels, c'est quasiment son asymptote pour G petit, et puis c'est quasiment son asymptote
pardon, pour oméga petit et quasiment sans l'asymptote pour oméga grand, puis entre les deux, bah, ça fait un truc comme ça. Alors on peut calculer précisément, hein, c'est cette fonction-là. Ceci est juste, enfin, ce que j'ai fait là, c'est juste une façon rapide d'étudier l'allure de cette fonction-là. Et GDB, c'est ça. Donc voilà comment ça se trace. Alors, pourquoi j'ai pris un peu de temps pour faire ça pas à pas? C'est parce que c'est archi classique, et dans tous les diagrammes de Bode que vous rencontrerez, vous aurez des choses comme ça. C'est toujours, il y a toujours un log de quelque chose. Vous regardez ce que ça vaut pour oméga grand, ou pour oméga petit, ou pour oméga intermédiaire entre deux valeurs naturelles du circuit. On fera des exemples. Et puis, donc voilà, vous étudiez les comportements asymptotiques, et c'est souvent des pentes à moins 20 décibels par décade, ou moins 10 décibels par décade, ou plus 20 décibels par décade. On verra des exemples. Puis après, vous faites tracer une allure qui relie les asymptotes, et puis voilà. C'est assez classique. Ok? Donc je reprends le raisonnement vite fait. On a notre quadrupole. On regarde US sur US, c'est la fonction de transfert. On en prend son module, c'est la définition du gain. Et on prend 20 log de ça, c'est la définition du gain en décibels. Et ensuite son argument, on va aussi tracer son argument. Je me mets là. Donc ça c'est le premier diagramme de Bode qui vous donne donc le gain en décibels en fonction de oméga ou de log de oméga. Et maintenant on va regarder la phase. Donc ce circuit introduit un déphasage entre la sortie et l'entrée, et cette phase c'est simplement arc tangente de moins oméga sur oméga 0. Ça va être très facile à tracer. Vous avez donc en fonction toujours de log 10 de oméga sur oméga 0. Vous voyez, je dis qu'il ne faut pas l'écrire et je l'écris, hein, c'est pas joli ça. Non, ah ouais, sur oméga unité. Et ça aussi c'est sur oméga unité. C'est pour ça que le mieux en fait, le mieux serait d'écrire en fonction de oméga et en disant que ceci est une échelle logarithmique. Normalement, c'est ça que vous faites. Vous prenez un papier logarithmique, ou bien enfin, vous voyez, c'est un diagramme ligne log. Cet axe est en log. Alors, bon, donc comme je n'ai pas du papier logarithmique, j'écris ça, mais du coup, si j'écris ça, il faut faire attention que pour que c'est un sens, il faut que ça soit rendu sans unité. Donc je divise par un oméga unité, par exemple, voilà. Du coup, ça a un sens mathématique. Peu importe ce que je mets là, ce sera la même allure. Parce que si je mets là une unité 10 fois plus grande, eh bien, ce truc-là sera 1 de plus, et ce truc-là sera 1 de plus. Ça va tout décaler. Enfin, ça ne changera rien, mais c'est juste pour essayer d'être un peu rigoureux mathématiquement. Bon, en pratique, vous ne rencontrerez pas de problème. Je pense que si on vous fait tracer un diagramme de Bode, il est probable qu'on vous donne du papier millimétré, qui sera déjà en log. Ou sinon, bah, faites-le vous écrivez ça. On ne vous en voudra pas terriblement si vous écrivez log de oméga. Juste sachez que ça n'a pas le moindre sens. C'est pas grave. C'est dans des choses insensées. Ok, alors la phase. Donc pareil, quand oméga tend vers 0, c'est-à-dire quand oméga est petit devant oméga 0, eh bien on a tangente phi qui est pratiquement égale à 0, et donc on a phi qui est pratiquement égal à 0. Donc je prends l'asymptote ici 0, voilà la phase 0. Soit dit en passant, c'est ce qu'on s'attendait à trouver, puisqu'on a dit que quand oméga tendait vers 0, ce truc-là est simplement un fil ouvert, il n'y a pas de courant qui passe, et donc évidemment la tension de sortie est égale à la tension d'entrée, sans le moindre déphasage, il y a juste une résistance.
Donc le déphasage doit être nul pour oméga tendant vers 0, c'est-à-dire quand on s'approche d'un régime continu. Par contre, quand on s'approche d'un régime à très très haute fréquence, oméga grand devant oméga 0, eh bien on a tangente phi qui est pratiquement moins l'infini, qui tend vers moins l'infini, et donc phi, si la tangente vaut moins l'infini, phi tend vers oui. Moins pi sur 2, non? Oui, je ne pas. Là, c'est le cos. Là, c'est le sin. Et là, c'est la tangente. Donc, quand θ tend vers pi sur 2, ça tend vers plus l'infini. Quand θ tend vers moins pi sur 2, la tangente tend vers moins l'infini. Yes? Yes. Ok, donc moins pi sur 2, ça c'est l'asymptote. C'est l'asymptote à très haute fréquence. Et puis entre les deux, bah, ça va se débrouiller. Alors, il y a quand même un truc qu'on peut faire, c'est regarder ce que ça vaut pour oméga égale oméga 0. Alors si je mets oméga 0 là, en fait c'est log 10 de oméga 0 sur oméga unité. Bon. Ok. Qu'est-ce que ça vaut en oméga égale oméga 0? Eh bien la phase vaut arc tangente de moins 1, c'est-à-dire arc tangente de moins 1, sinus égale moins cos. Oh là 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 là. C'est trop facile, vous n'osez pas me répondre, c'est pour ça. Ben, moins pi sur 4. Eh oui, cos de pi sur 4 égale sin de pi sur 4. Voilà, donc ça doit passer par là. Donc en général, on représente ça comme ça. On fait aller l'asymptote pour oméga très petit devant oméga 0 jusqu'à oméga 0. On démarre l'asymptote pour oméga grand devant oméga 0 à partir de oméga 0. Vous avez la valeur en oméga 0. Et puis maintenant, l'allure, bah voilà, l'allure c'est genre ça, et puis ça passe par là, et puis voilà. Et vous faites ça, c'est parfait. Voilà les deux diagrammes de Bode en gain et en phase pour ce système RC. Ok? Alors on va faire tout de suite, pendant que vous êtes chaud, un autre exemple, mais rapide. Et après on fait un exo des feuilles. L'autre exemple, je vais faire un CR au lieu d'un RC. Donc exactement le même, sauf que j'intervertis C et R. Ah oui, j'ai pas commenté, ceci s'appelle un filtre passe bas. Parce que les basses fréquences passent comme si de rien n'était, il n'y a même pas de déphasage, et les hautes fréquences, elles sont méchamment atténuées. Parce que là, les décibels, c'est du log, hein, donc ça veut dire que moins 20 décibels, c'est 10 fois moins. Moins 40 décibels, c'est 100 fois moins, etc., etc. Donc en gros, il y a ça c'est ce qu'on appelle la fréquence de coupure. Ah, un autre élément de vocabulaire. On appelle ça fréquence de coupure à moins 3 décibels. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, si vous prenez oméga égale oméga 0, là, que vaut le gain? Je vais le mettre là. Le gain en décibels pour oméga égale oméga 0. C'est moins 10 log de 2. Log à base 10 de 2.
Et ça, vous pouvez le calculer sur vos machines. Log 10 de 2. Bon, je vous le dis, ça fait 0,3, 0 quelque chose. Je crois qu'il y a même un 0 derrière. Donc ça fait quasiment moins 3. C'est moins 3, je sais pas, 0,1 ou 0,2. C'est presque moins 3. Pas exactement, mais presque. Donc quand vous entendez parler d'une coupure à moins 3 dB, moins 3 décibels, c'est en fait la fréquence pour laquelle on a une réduction du gain de 3 décibels. Ça revient à diviser. Ça, je vous rappelle que c'est le module de la fonction de transfert. Hein, ça veut dire que la fonction de transfert a été divisée par 2. Enfin, le gain en rapport le module de la fonction de transfert, le module de ça, c'est 2 fois plus petit que le maximum. Donc voilà, quand vous entendez parler de coupure à moins 3 dB, c'est que simplement, on définit la pulsation à laquelle on a divisé la tension en module par 2. Voilà. Vous pourrez décider que ce n'est pas divisé par 2, mais divisé par E. Bon. On a choisi 2, ça correspond à moins 3 dB. Donc quand on vous demande quelle est la valeur de la fréquence de coupure à moins 3 décibels, ici, là, c'est oméga 0. Donc c'est 1 sur RC. Bon, on va voir d'autres exemples. Alors, j'ai dit que je reprenais le même schéma, sauf que j'intervertis C et R. Et on va refaire exactement la même chose, sauf que maintenant qu'on l'a fait une fois, ça va aller super vite. Que vaut la fonction de transfert? C'est toujours la même procédure, hein. US sur UE. Alors, le diviseur de tension, on suppose qu'il n'y a pas de courant qui sort ici. Donc, US, c'est le Z de la partie qu'on regarde, donc ZR sur, je ne mets pas les barres en dessous, ZR divisé par ZC plus ZR, c'est-à-dire R sur 1 sur JC oméga plus R. Et par conséquent, la fonction de transfert, c'est JRC oméga sur 1 plus JRC oméga. Et avec oméga 0 égale 1 sur RC, comme on a déjà fait tout à l'heure, ça fait J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. D'accord? Très simple. Ok, donc vous avez la fonction de transfert, et maintenant on va tracer les diagrammes de Bode, c'est-à-dire regarder le gain et la phase, voir comment ce quadripôle agit sur la tension d'entrée, qu'est-ce qu'il produit comme tension de sortie quand on mesure une tension d'entrée. Alors, on y va. GdB, par définition, c'est 20 log à base 10 du module de H, le grand G qui est le module de H. Donc je le fais directement. C'est quoi le module de H? C'est oméga sur oméga 0 divisé par racine de 1 plus oméga sur oméga 0 carré. Vous auriez tous su l'écrire aussi vite que ça, on est d'accord? Oui. Non, mais là, sérieux, hein? Le module de ce nombre complexe, c'est le module dessus du dessus, divisé par le module dessus du dessous. Ok. Alright. Bon, ben voilà, on a le gain en décibels. On va simplement le tracer en fonction de oméga. Pour le tracer en fonction d'oméga, on procède simplement. On voit qu'il y a une fréquence oméga 0. Oméga intervient à chaque fois comme oméga sur oméga 0. Donc on va regarder les cas où ça c'est très petit et les cas où ça c'est très grand. Donc, si oméga sur oméga 0 est très petit devant 1, ça donne quoi si c'est très petit devant 1? Ça veut dire que ça c'est négligeable ici, par rapport à 1. Donc en fait, GdB
c'est pratiquement 20 log à base 10 de oméga sur oméga 0. Donc vous voyez que, alors je vais le tracer là. Alors allons-y, c'est comme ça. Alors j'aimerais pouvoir mettre oméga simplement et puis dire que c'est du papier en log. On fait comme ça, je le représente en log. Sinon il faut que j'écrive log d'oméga divisé par oméga de l'unité. J'avoue que c'est un peu trop pédant. Donc pour oméga petit devant oméga 0, je vais mettre oméga 0 ici par exemple. Alors évidemment c'est log de oméga 0, c'est toujours pareil, hein, je suis en log. Vous préférez que je mette les logs? Non, ça va. Le truc c'est que je ne sais pas ce qu'il faut faire dans une copie de CAPES. Normalement ce serait mieux de mettre les logs. On pourrait mettre log de oméga sur oméga 0, comme ça il n'y a pas le problème qui se... On peut faire ça, ouais. Oméga 0, du coup là ça va être 0. Ouais. Hein, log de 1. Ouais, c'est une bonne idée. On peut faire ça comme ça. Mais, oui, très bien, parfait. Alors donc, vous voyez, ça là, c'est simplement la droite. Oui, mais c'est une très bonne façon de faire, bien sûr. Donc, GDB égale 20 log d'oméga sur oméga 0. Dans ce diagramme-là, c'est simplement la droite qui monte avec une pente 20. Aïe. Ok. Alors, une droite qui monte avec une pente 20. Et puis, donc ça, en général, c'est bien de l'écrire explicitement. Ça, c'est 20 décibels par décade. Et puis maintenant, on va regarder si oméga sur oméga 0 est grand devant 1. Alors, si c'est grand devant 1, le 1 devient négligeable ici. Donc en bas, j'ai racine d'oméga sur oméga 0 carré, c'est-à-dire oméga sur oméga 0. Et donc, ce gain-là vaut 1. Et par conséquent, GDB vaut 0, à peu près. Donc pour oméga grand, voilà l'asymptote. Log de oméga sur oméga 0. Et non, voilà l'asymptote. Et donc, j'ai, eh bien, si je représente, voilà, globalement la fonction, j'ai quelque chose qui fait ça. Okay. Donc c'est regarder les comportements asymptotiques est la meilleure façon de voir l'allure de cette fonction-là. Voilà. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce que ça vaut en oméga 0 si oméga sur oméga 0 égale 1, eh bien ça fait GDB qui vaut 20 log 10 de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire moins 10 log de 2. C'est-à-dire à peu près moins 3 dB. Donc, le oméga 0, là, c'est justement la fréquence de coupure à moins 3 décibels. Donc ça vous donne un point de plus ici pour faire passer votre courbe qui relie les deux asymptotes. Ici, on est à moins 3 décibels, moins 3, quelque chose. C'est combien exactement? Quelqu'un a tapé la log de 2? Log 10 de 2, non? Juste pour voir. 0,301. Ouais, donc voilà, c'est vraiment quasiment 0,3. Merci. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Oui? Alors la fréquence de coupure, par définition, alors avec les mains, c'est la fréquence
soit au-delà de laquelle, si on a un filtre passe bas, c'est la fréquence au-delà de laquelle ça passe plus. Si on a un filtre passe haut, comme c'est le cas ici, les hautes fréquences passent bien et les basses fréquences sont atténuées. Donc c'est la fréquence en deçà de laquelle on peut considérer que ça passe plus. Évidemment, c'est continu, donc il faut se définir un seuil en dessous un seuil qu'on appelle fréquence de coupure. Donc, par définition, la fréquence de coupure à moins 3 décibels, c'est la fréquence pour laquelle le gain est 3 décibels en dessous du maximum. Donc le maximum ici, c'est 1. Enfin, c'est un gain de 0 décibels. Et donc, la fréquence de coupure, c'est la fréquence pour laquelle le gain est moins 3 décibels. Et pourquoi ? À quoi ça correspond ? Ça correspond, comme on l'a vu, à un gain, pas en log, pas en décibels, un gain, c'est-à-dire vraiment le rapport des tensions qui vaut 1,5. Quand on divise le gain sur le module US sur UE par 2, ça revient à enlever 3 décibels à GdB. Simplement parce que 20 log de 1,5. Pardon. Ça revient à diviser par racine de 2. Et pas par 2. Oui, d'accord, parce que souvent en résonant, ça c'est la tension, en puissance, c'est au carré, donc ça ferait 1,5. Donc c'est 1,5 de la puissance et 1 sur racine de 2 de la logique. Mais peu importe, retenez que c'est moins 3 décibels, par définition, la fréquence de coupure à moins 3 décibels, c'est la fréquence qui donne un gain 3 décibels de moins que quand ça passe, que le maximum. Ok ? Voilà. Et c'est juste, si vous voulez savoir pourquoi on a décidé moins 3, voilà, ça correspond à la moitié de la puissance sur racine de 2. C'est un peu arbitraire, hein. Il n'y a pas une coupure nette, mais ça donne l'ordre de grandeur de la fréquence en deçà ou au-delà de laquelle ça passe plus trop, c'est-à-dire que le gain est vraiment largement réduit. Bon, je regarde là, si je voulais vous dire autre chose. Non, je crois que c'est tout. Ok. Alors, quelle heure est-il ? C'est là que... Il reste une demi-heure. C'est formidable. On va faire 3 exos. Bon, ceci dit, je pense que là, avec ça, déjà, vous avez l'essentiel. Il faut simplement s'entraîner un peu. Alors, soit on fait l'exercice 7, l'exercice 8, l'exercice 7, vous pouvez faire le 7 ? Oui, parce qu'en fait, l'exercice, donc les ampliopes, on a dit qu'on ne ferait pas, et l'exercice 11 que j'avais mis au CAPES blanc l'an dernier, là, qui est bien, parce que c'est un filtre, il est bien, puisqu'il est un peu complet, il y a du passe haut, passe bas, passe bande, il y a des trucs, mais j'ai rédigé une correction pour le CAPES l'an dernier, donc je peux vous la mettre sur... Pourquoi on fait pas les ampliopes ? Parce que c'est pas au programme. C'est à peine au programme. Ça pourrait être évoqué dans les programmes de... vous avez dit de sup, comment on dit PCI, PCSI, voilà, presque pas, mais c'est même pas explicitement au programme, c'est juste que ça pourrait être mentionné, mais en rappelant exactement au début de l'exo, qu'est-ce que c'est. Donc, bref, je pense que ça ne vaut pas le coup de passer trop de temps dessus. Et dans le pire des cas, si on a dans un exercice, on vous redonnera les caractéristiques. Du coup, je sais pas. De quoi ? Alors on y va. Je pense qu'on peut le faire, donc on va le faire. Exercice 7. J'ai trouvé R2 égale 0. On considère le circuit suivant où la tension d'entrée C2 égale C1 sur 0. V égale grand cos oméga t est appliquée entre les bornes A et B. La tension de sortie VS est prélevée entre les bornes M et N. Donc on est vraiment dans la configuration que j'ai indiquée pour un quadripôle, R2. Alors là, quand on met une flèche comme ça veut dire que la grandeur va être variable, donc on va pouvoir ajuster ces deux. Voilà, et on fait sortir ça sur ce petit schéma là, R1, C1. Il n'y a pas besoin.
Donc la tension d'entrée, c'est la tension entre A et B, VE, et on appelle la tension de sortie la tension ici entre M et N. Donc on voit, là ça saute aux yeux, on voit le diviseur de tension. On a donc la fonction de transfert qui va dépendre de oméga, mais qui vaut simplement, donc par définition c'est Vs sur VE. Et donc c'est l'impédance ici, je vais appeler ça Zs, divisé par, en fait je vais l'appeler Z1, parce qu'il y a des 1 partout ici, donc on va voir, voilà. C'est Z1 sur Z1 plus Z2, où Z1, alors Z1 c'est l'impédance équivalente de ça, et l'impédance équivalente de ça, c'est l'inverse de la somme des inverses des impédances, ou c'est le produit divisé par la somme. Donc c'est R1, je vais noter comme ça, R1 fois 1 sur JC oméga 1, JC1 oméga, pardon. Encore une fois, on est dans un régime sinusoïdal, donc tout va être sinusoïdal, donc il faut utiliser l'impédance complexe du condensateur qui vaut 1 sur JC oméga. Voilà, sur la somme des deux. Et donc ça fait, alors ça fait JR1C1 oméga sur 1 plus JR1C1 oméga, d'accord? Je vais juste multiplier en haut et en bas par JC oméga. JC1 oméga. Donc Z1 vaut ça. Z2, bah c'est exactement pareil. R2 et C2 en parallèle, donc je remplace les 1 par les 2, et j'obtiens que Z2 c'est JR2C2 oméga sur 1 plus JR2C2 oméga. Alright. Et par conséquent, ouais. C'est pas R1. Pour Z1, c'est pas R1 sur 1 plus JR1, c'est non, parce qu'il y a. Ah si. Oh, bah si. Je me suis encore trompé. Merci. Ah, si, vous avez raison. Si. Merci. Oui, bien sûr. Merci. Oui. Non, voilà, j'ai juste ce truc en bas qui multiplie en bas. Ok. Très fort en calcul, comme vous voyez. Bon, ben voilà, on a deux impédances, et maintenant je réalise le diviseur de tension ici pour obtenir H, la fonction de transfert, qui vaut, alors ça sur ça plus ça. Alors, c'est assez dur de donner au tableau de voir les choses bien, donc je préfère écrire enfin toutes les lignes là, intermédiaires, sinon je vais me planter. Sur 1 plus JR2C2 oméga, et donc ça fait. Alors, donc celui-là va multiplier en bas, ok, donc ça fait R1. Bon, en fait, on va même faire 1 sur 1 plus. Vous avez oublié C1 en haut. Vous avez le petit indice 1 simplement. Ah, merci, ouais. R2 sur R1, facteur de 1 plus JR1C1 oméga sur 1 plus JR2C2 oméga. Alors là, dites-moi si je me suis trompé, ce qui est fort possible. Je vais quand même l'encadrer. Non, c'est bon. Je prends du recul, sinon je vois pas. Non, c'est bon. C'est bon. J'ai divisé en haut et en bas par R1 plus, ouais, sur 1 plus machin. Ok, bon, ça a l'air d'être ça. Ok. Voilà.
Ben, on a notre fonction de transfert, il n'y a plus qu'un. Hein. Je ne sais pas ce qu'on nous demande d'ailleurs, je ne sais même pas quelle est la question. Déterminer la fonction de transfert, c'est fait. On donne R1 et C1, donner les valeurs de R2 et C2 telles que l'on est H égale 0,1 pour toute valeur de la pulsation. Ah, ça c'est intéressant, donc on peut régler C2, on nous demande, c'est ça, on nous demande la valeur de R2 et de C2. Comment on peut terminer en rouge? Hein? Pardon? Non, je sais comment on peut justement déterminer. Parce qu'on a une équation, mais on a déjà inconnue. Ah oui, mais ça doit être vrai quel que soit oméga. En fait, ça veut dire qu'il faut que ça ne dépende pas de oméga. On veut réaliser comme ça un quadripôle dont la réponse, en fait, ne va pas dépendre de oméga. Donc, son diagramme de mode, il sera plat. Donc là, ça ne va pas nous faire passer un diagramme de mode, mais c'est pas grave. Donc, on veut que H, d'ailleurs, soit réel et soit égal à 1/10, quel que soit oméga. Pour que ça ne dépende pas de oméga, c'est simple, il faut que R1C1 soit égal à R2C2. Ça saute aux yeux, on est d'accord. Vous ne lancez pas dans des dérivés par rapport à oméga. Hein. Surtout. Hein. Parce que là, le truc tête baissée le jour du CAPES, là, oh là là, ça ne va pas dépendre de oméga, je dérive par rapport à oméga et je regarde quand est-ce que ça vaut 0. Non, ça saute aux yeux. Si R1C1 égale R2C2, ça ne va pas dépendre d'oméga, ce truc-là vaudra 1 et puis c'est tout. Hein. D'accord? Donc, R1C1 égale R2C2, ça c'est réglé. Et par ailleurs, on veut que ça vaille 1/10, donc si ça vaut 1 effectivement, eh bien, pour que ça vaille 1/10, il faut que R2 sur R1 soit égal à 9. Il n'y a rien à résoudre, ça, enfin, là, vraiment, ça se lit. Hein. R2 sur R1 égale 9. Donc voilà la réponse. Alors, on veut R2 et R1, R2 et C2 explicitement. Donc, si R2 sur R1 vaut 9, ça fait C2 égale C1 sur 9. Et R2 égale 9 R1. Voilà la réponse. Et un exercice de torcher. Voilà, c'est beau. Mais ça n'a pas fait de diagramme de Bode. Donc, ce serait bien qu'on en fasse un petit quand même. Est-ce qu'il y en a un dans l'exercice 8? Non. Bon, remarquez, c'est pas grave. Hein. Ouais, il y en a dans le 11. Mais... Ah, il y a le 12 aussi. Ah non, ah oui. Ah oui, les deux étaient au CAPES blanc. Ah oui, pardon, quand je vous parlais du 11, je vais parler du 12. Ah oui, mais du coup, il a un ampli up. Ah bon, alors, ouais. Marqué, on pourrait tracer... On pourrait tracer le diagramme de Bode de ce truc-là. On peut très bien dire, on peut très bien tracer pour le cas. Ouais, pour un cas, ouais. On fait ça. Parce que le 8, ça fait quoi? Ah, on peut peut-être faire le 8. Quelle heure il est? Est-ce qu'on a arrêté? 20 minutes. Il reste 20 minutes? Alors, on peut peut-être faire vite fait le 8, parce que c'est trivial. Ça prend 2 minutes, ouais. Ça, vous êtes d'accord? Juste en dessous. Pour avoir en fait, soit indépendant de oméga. Oui, on veut que H soit indépendant de oméga. Donc il suffit de regarder ça pour voir que pour que ce soit indépendant de oméga, il faut que ces deux trucs-là s'annulent. Enfin, soient égaux. Si ça égale ça, du coup ça vaut 1. Et le truc c'est que si ça n'est pas égal à ça, ça va dépendre de oméga, il n'y a rien à faire. D'accord ? En fait, voilà. Je vais peut-être plus explicitement encore. H, c'est 1 sur 1 plus f de oméga. Comme ça. Ou f, c'est ça. Et je veux que h ne dépende pas de oméga. Donc il faut que f ne dépende pas de oméga.
Donc il faut que ça ne dépende pas de oméga. Donc il faut que ceci, donc il faut que 1 plus J R1 C1 oméga sur 1 plus pareil avec D2 soit égal à une constante. Donc il faut que J R1 C1 oméga soit égal à K fois J R2 C2 oméga pour tous les oméga. Donc il faut que K égale 1 et que J. Ok. Ok, alors je vous propose de faire très très vite l'exercice 8. Et après on fait le diagramme de Bode là, de celui-là, donc je vais laisser dans un coin. Parce que le 8 il est tellement simple. Je crois. On va voir. Exercice 8. Tension et courant en phase. On considère le réseau de la figure 10. Résistance. Bobine. Résistance. C. Hop, hop. Donc ça, on nous dit c'est un condensateur réel. C'est-à-dire, en fait, un condensateur parfait qui a juste une capacité, ça n'existe pas dans la nature, il y a toujours une petite résistance en parallèle. Donc, c'était pour les besoins de, sans doute, enfin, tout ça peut être inséré quelque part, enfin, peu importe. Et donc, une inductance L. Le générateur de tension est supposé parfait, c'est-à-dire sans résistance interne, et il délivre E de T égale E0 cos oméga 0 T, oméga T, pardon. Donc on force le système avec la pulsation oméga. Donc tout va répondre avec la pulsation oméga. Et on veut que, donc à quelles conditions sur R1, R2, L et C existe-t-il une pulsation oméga 0 pour laquelle le courant I, lequel indiqué sur la figure, vous le voyez vous? Non, il n'y en a pas. Formidable ça. Ben on va dire que c'est lui. C'est le courant dans le circuit. Courant en phase avec la tension, donner l'expression de oméga 0. Alors là, c'est very simple. C'est ici. Parce que E égale RI. Hein, on est en sinusoïdal, donc on peut tout traiter avec les impédances. Donc, E égale Z, le Z équivalent à tout le circuit, fois I. Et que vaut Z équivalent? Bah, vous avez en série R, L, et puis RC parallèle. Donc, Z équivalent égale R. Le Z de L, c'est JL oméga, plus le Z équivalent à ce circuit parallèle, c'est-à-dire R fois 1 sur JC oméga, divisé par R plus 1 sur JC oméga. Ok? L'impédance équivalente à deux impédances en parallèle, c'est leur produit divisé par leur somme. C'est-à-dire l'inverse de la somme de leurs inverses. Donc on y est, je vais rendre ça un peu plus joli. Si on ne pas me tromper, donc plus R sur 1 plus JRC oméga, ça c'est déjà une chose. Et on va mettre ça au même dénominateur. Donc Z équivalent, je commence à avoir mal là, mon stylo noir. Le Z équivalent, donc, alors je multiplie, je me mets du numérateur, donc je multiplie par 1 plus JRC oméga, donc ça fait R plus J R2C oméga plus JL oméga moins RCL oméga 2
plus R, tout ça divisé par 1 plus J RC oméga. Et ceci fait 2R Ça va pas figure, ça va pas figure. R facteur de 2 moins LC oméga 2. Monsieur, il y a un R1 et un R2. Non, Si. non, c'est pas gentil. C'est dans C'est les celui-là, R1 Bah, il n'y a pas marqué, mais dans l'énoncé, il y a marqué R1 et R2. Ouais, bah c'est le même R. Et c'est le même R, voilà. C'est le même R. Voilà. 2 moins 1, ok, C'est le même, c'est ça. plus J, Ah oui, il y avait des R1 et R2. bon en fait la figure correspond pas à l'énoncé quoi. Bon, c'est pas grave, on fait un autre exemple, on fait celui-là. Voilà, alors le nœud du problème le voici maintenant. Donc j'ai exprimé Z équivalent, ça vaut ce que ça vaut. On peut estimer que c'est pas joli, je suis assez d'accord. Surtout que je me suis peut-être planté au passage, en fait c'était plus joli comme ça. Mais... Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait la question qui est posée, c'est à quelles conditions il existe une pulsation pour laquelle le courant est en phase avec la tension. Pour que le courant soit en phase avec la tension, qu'est-ce qu'il faut? Que phi, voilà, que le déphasage introduit entre E et I soit nul. Et ce déphasage, on a vu que ce n'était rien d'autre que l'argument de Z. Si j'écris Z comme étant son module fois E puissance phi, tout nom complexe peut être écrit comme son module fois E puissance phi. Je vois que je vais avoir E en phase avec I à condition que ce phi-là soit 0. Donc on a E et I en phase. Si et seulement si, en fait, si et seulement si, Z est réel. Si et seulement si phi égale 0, c'est-à-dire l'impédance complexe soit être réelle. Pas de partie imaginaire. Vous voyez que c'est la partie imaginaire qui introduit un déphasage. C'est la phase de l'impédance qui est le déphasage entre E et I. Donc je veux en fait que ce nombre-là soit un nombre réel. Donc pour bien faire, donc, alors je pourrais, on pourrait multiplier par complexe conjugué, ça va faire un truc pas joli. On peut peut-être dire une autre chose, c'est qu'on voudrait que la phase de celui-là et la phase de celui-là soient la même. D'accord? En fait, on veut que ça sur ça égale ça sur ça. A plus IB sur C plus IB. Si on veut que ça soit réel. Le premier là, c'est racine de A2 plus B2, le module, fois E puissance I arc tangente de B sur A. Là pareil. Donc ce qu'on veut, c'est que l'arc tangente de B sur A et l'arc tangente de D sur C soient les mêmes. Donc on veut que B sur A soit égal à D sur C. Ou que BC égale à D. Alors c'est un petit peu... Vous n'y auriez peut-être pas tout de suite pensé, mais avec un peu de recul sur les nombres complexes, vous voyez que
parce qu'on l'a déjà utilisé, l'argument d'un rapport, donc argument de Z1 sur Z2, c'est l'argument de Z1 moins l'argument de Z2. On a déjà utilisé ça. Donc si vous voulez que cet argument soit nul, il faut que les deux aient le même argument. Donc il faut que les deux soient orientés du même angle dans le plan complexe. Donc il faut que leur partie imaginaire sur partie réelle soit la même. C'est évident quand on le voit géométriquement, mais je reconnais que... Bon. Et c'est pour ça que je voulais le faire, que, dire que E et I sont en phase, c'est dire que l'argument doit être nul. Ça, il faut l'avoir compris. L'argument de Z, de l'impédance, c'est le déphasage entre I et E. D'accord ? Ou moins l'argument de Z, c'est le déphasage entre E et I. Bon, un sens ou dans l'autre. Et ça, il faut vraiment avoir compris ça. Donc, si vous les voulez en phase, il faut que phi soit nul. Après, vous regardez Z et vous essayez de voir dans quel cas ce nombre va être réel, c'est-à-dire, vous l'avez comme un rapport, il faut donc que l'argument dessus du dessus et l'argument dessus du dessous soient le même. Et ça veut dire que ça sur ça égale ça sur ça. Parce que l'argument, la tangente de l'argument, c'est ça sur ça. Donc si on veut que ce soit le même argument en haut et en bas, il faut que le rapport partie imaginaire sur partie réelle soit le même pour les deux. Donc maintenant qu'on a vu ça, eh bien on va écrire qu'effectivement, ça sur ça égale ça sur ça. Donc je vais l'écrire, ça fait R2C oméga plus L oméga sur R facteur de 2 moins L, à moins que je me sois trompé quelque part avant. Mais vous ne m'avez pas arrêté, donc c'est bon. Donc imaginaire sur réel égale imaginaire sur réel, c'est-à-dire RC oméga. Et donc ça veut dire que R2C oméga plus L oméga égale R2C oméga facteur de 2 moins LC oméga 2. Non, mais là, il y a un truc qui est ici. Ouais, ok. On verra. R2C oméga 2, R2C oméga. Donc ça fait R2C oméga égale L oméga plus... Pourquoi simplifier par oméga? Si, on va, mais trop tard. Faites-le vous. C2 oméga cube. Donc maintenant, on divise par oméga, c'est fait. Et là, on espère que c'est vaguement homogène. Alors, on verra à la fin. Parce qu'on sait que oméga, c'est 1 sur racine de LC, en dimension, et c'est 1 sur RC. Alors, on va voir ce que ça donne. En continuons. Donc ça, déjà, on cherche le oméga qui permet d'avoir ça, c'est ça? Eh bien, donc on va l'avoir. Oméga égale... Je vais diviser tout par R2. Donc, ça me paraît moyen. Hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, quoique, hein. Donc ça fait L2, C2, oméga 2 égale LC. Hey, c'est pas si mal. La constante de temps du circuit LR, c'était L sur R. Donc c'est pas mal, hein. Donc ça fait oméga 2 égale 1 sur LC. 1 sur LC. Donc là, c'est homogène. Moins 1 sur RC carré. Yes! Enfin, au carré. 1 sur RC, oui, 1 sur RC carré. Et bien ça c'est bien. Ça c'est la constante de temps du circuit RC. Donc c'est bien
des secondes. 1 sur des secondes au carré, c'est bon. Et ça, 1 sur LC, c'est la fréquence du circuit RLC, quoi. Enfin, la pulsation 1 sur racine. Et ben ça marche, ben voilà. Donc la réponse, c'est, il y a une fréquence pour laquelle ils sont en phase, et c'est une espèce de fréquence de résonance du système. 1 sur LC, enfin, 1 sur racine de LC, c'est la pulsation propre d'un circuit LC, et RC, c'est... Bon, enfin bref, en tout cas, c'est homogène, et voilà la réponse. Après, je n'ai rien d'autre à en dire. Voilà la réponse. À moins qu'on se soit trompé, mais en tout cas, c'est homogène. Ce qui est presque miraculeux, alors qu'il est. Alors, maintenant, on en vient... À moins que vous ayez des questions. On en vient à ce diagramme de Bode. Je vous encourage simplement à en faire quelques-uns chez vous. Juste pour le fun, on va faire ça là, vite fait, en tout cas donner le principe. S'il nous reste 10 minutes, c'est ça? Ah bon? Il reste moins 1. Il reste 8 minutes? Moins 1. Ah, il y a moins 8 minutes. Non, je vais remonter le temps, alors on va aller plus vite que la vitesse de la lumière, c'est pas grave. Bon, ok. Là, typiquement, vous voyez qu'il y a deux fréquences qui apparaissent ici. Un oméga 1 qui serait 1 sur R1C1 et un oméga 2 qui serait 1 sur R2C2. Et donc vous avez H qui vaut 1 sur 1 plus R2 sur R1, facteur de 1 plus J oméga sur oméga 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 2. Dans ce genre de cas, quand vous avez deux fréquences qui apparaissent comme ça, souvent, quand on veut se servir de ça comme d'un filtre, c'est souvent pour faire des filtres passe-bande ou coupe-bande, quand vous avez deux fréquences. En général, vous vous arrangez pour que vous ayez oméga 1 qui est petit devant oméga 2. Par exemple, ou l'autre, ou oméga 2, enfin bon, celui qui soit petit devant l'autre. Et à ce moment-là, juste, je vous donne cette indication, après vous verrez des exemples. Regardez un filtre passe-bande ou coupe-bande dans n'importe quel exercice, vous tapez sur Internet, on est à l'appel. Et puis ça, c'en est un donc, que j'avais mis dans le... Simplement, il y a un ampli que j'avais mis dans le partiel l'année dernière. Ceci dit, dans l'énoncé du partiel, je rappelais exactement tout ce qu'il fallait savoir sur les amplis. Donc, normalement, vous pouvez le faire sans avoir jamais vu les amplis. Donc ici, il est quand même de le faire. Et je mettrai la correction de toute façon sur le... Voilà, c'est ça. Je vais mettre la correction sur Diddle. Comme ça, de toute façon, même si la partie ampli, vous ne voulez pas trop l'approfondir, et à un moment, je donne la fonction de transfert, et après, vous regardez comment on obtient le diagramme de Bode. Donc quand vous faites ça, vous avez trois régimes critiques. Vous avez oméga, enfin trois régimes extrêmes, oméga petit devant oméga 1, oméga grand devant oméga 1, mais petit devant oméga 2, et puis oméga grand devant oméga 2. Et vous regardez les régimes asymptotiques. Donc pour oméga petit devant oméga 1, il va aussi du coup être petit devant oméga 2, pour regarder ce que ça donne. Etc., etc. Alors, c'est peut-être pas une fonction de transfert particulièrement intéressante, c'est-à-dire ce truc-là, c'est peut-être pas un filtre passe-bande ou coupe-bande. Donc, si c'est pas très joli ce qui sort, ok, soit. Mais on peut regarder, si oméga est petit devant oméga 1 et devant oméga 2, si, ça c'est simple. Vous voyez, H, là, dans ce régime-là, H, ça vaut 1 sur 1 plus R2 sur R1. Donc, ça, c'est réglé. L'asymptote, ici, c'est le gain qui vaut 0. Enfin, non, qui vaut log 10, 20 log 10 de ça. Enfin, en tout cas, qui est plat. D'accord? Dans ce régime-là, vous avez oméga qui est grand devant oméga 1. Donc là, c'est le 1 qui s'en va. Et ça c'est 0. Donc vous avez un truc en 1 sur... Ouais, enfin, sauf qu'il aurait fallu prendre déjà le module. Enfin, on peut le prendre maintenant. Donc maintenant, H, ça vaut ça vaut 1 sur 1 plus R2 sur R1 Non, c'est bon. plus J R2 sur R1 oméga sur oméga 1. Et le module de ça, c'est 1 sur la racine du truc au carré plus la partie imaginaire au carré. Et vous avez une pente à
au moins, le oméga est en bas, donc si vous prenez 20 log de ça, ça va être décroissant. Donc là, vous avez une pente décroissante à moins 10 ou moins 20 décibels par décade. Vous avez quoi en bas? Selon racine. Non, mais ça au carré plus ça au carré, enfin, c'est le module de ça, quoi. Après, vous prenez 20 log de ça, puis vous regardez son comportement. Bref, je ne vais pas vous manger votre pause pour ça, de toute façon, un pas tant pire. Regardez des exemples standards de filtres, et je vais mettre la correction de l'autre sur l'idée.